Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude du roman La boîte à merveilles. Je vais commencer à l'étudier chapitre par chapitre. Je vais essayer d'être plus ou moins simple afin que tout le monde puisse comprendre. Et je vais commencer par le commencement, par le fameux tableau que vous aurez toujours comme première question le jour de l'examen. Et c'est le tableau, ce qu'on appelle le tableau de contextualisation. Alors, ce tableau, comme vous le connaissez déjà, ça nous permet d'avoir des informations sur l'œuvre et son auteur. Alors, c'est comme ça comment vous aurez en général le tableau le jour de l'examen. Vous avez ici, on vous demande le nom de l'auteur. Ici, le genre de l'œuvre. Ici, la date de publication, quand il a été publié. Et ici, en général, on vous demande deux autres œuvres du même auteur. Bien, alors l'auteur, bien sûr, celui qui a écrit La boîte à merveilles, c'est Ahmed Sfaroui. Le genre, et attention là, le genre, c'est roman autobiographique. Donc, c'est un roman autobiographique et non pas une autobiographie. Et la différence, c'est que dans l'autobiographie, l'auteur raconte sa propre biographie, sa propre vie. Par contre, ici, dans le roman autobiographique, le héros, ou bien le sujet, est un personnage de fiction dont la vie qui est racontée à la première personne du singulier est assez fortement inspirée de la vie de l'auteur. Est-ce que clair? Donc, la vie du personnage principal, comme par exemple ici Sidi Mohamed, la vie de cet enfant est assez inspirée de la vie de Ahmed Sfaroui. D'ailleurs, nous avons le nom de l'auteur qui est Ahmed Sfaroui, mais le personnage principal, c'est Sidi Mohamed. C'est pour cela qu'on dit que c'est un roman autobiographique et non pas une autobiographie. Le jour de l'examen, si vous donnez ici autobiographie, c'est un 0. Donc c'est un roman autobiographique. La date de publication, c'est en 1954. Si on vous demande la date précise, c'est 1954. Mais si on vous demande le siècle, c'est le 20e siècle. Donc je vous donne les deux réponses. 20e siècle. Autres œuvres du même auteur. Alors vous avez le chapelet d'ambre. Chapelet d'ambre. Et vous avez la maison de servitude. Voilà, une présentation, si vous voulez, du roman. Et n'oubliez pas de garder ces informations. Ces informations, il faut les garder. Plus aussi, la date de décès, l'auteur est né en 1915 à Fès et il est mort en 2004. Ces informations, il faut les garder, il faut les apprendre par cœur. Voilà. Bien, maintenant, si on revient au roman, bon, c'est un roman, donc c'est déjà un texte narratif. Et c'est un roman que je peux personnellement nommer comme le roman de la solitude. Ou bien, sur le même modèle de roman ou de l'autobiographie, d'ailleurs c'est une autobiographie, l'autobiographie de Jean-Jacques Rousseau, les rêveries de promeneurs solitaires, et là je peux l'appeler les rêves d'un enfant solitaire.
les rêves d'un enfant solitaire. Pourquoi? Parce que le mot solitude, c'est un mot-clé dans ce roman-là. Le mot solitude est un mot-clé parce que c'est un mot, c'est un thème qui domine dans tout le roman, depuis le début jusqu'à la fin. J'ouvre le roman sur le premier paragraphe, je trouve dans le premier paragraphe, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids, ma solitude ne date pas d'hier. Je vais au dernier paragraphe du roman et je trouve, je me sentis triste et seul. Donc, du début jusqu'à la fin, ce thème ne cesse, bien sûr, de récurrer, ce qui montre que, comme le narrateur va le dévoiler d'ailleurs, ce qui montre que c'est un sentiment étouffant qui ne cesse, bien sûr, d'étouffer le narrateur. Alors, la première page, il s'ouvre sur 2 paragraphes au présent. Le soir, quand tous dorment, les riches dans leur chaude couverture, les pauvres sur les marches des boutiques ou sous les porches de palais, moi, je ne dors pas. Je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. Ma solitude ne date pas d'hier. D'abord, on va remarquer un présent. Dans ce paragraphe, le premier et dans le deuxième aussi, je vois au fond d'une impasse que le soleil ne visite jamais un petit garçon. Donc un présent, qu'est-ce qui justifie l'utilisation de ce présent ici? Ce qui le justifie, c'est ce qu'on appelle le présent d'énonciation. D'énonciation, c'est-à-dire c'est un présent qui est utilisé par l'écrivain, par l'auteur, si vous voulez, par le narrateur adulte, qui est maintenant dans son bureau, qui est en train d'écrire et en train de se rappeler les événements. Donc, en écrivant, je vois au fond, c'est le moment où il est en train d'écrire. C'est pour cela qu'il a utilisé ce présent, comme j'ai dit, c'est ce qu'on appelle le présent de l'énonciation. Alors, qu'est-ce qu'il en dit, le narrateur, à propos de ce sentiment qui est le sentiment de la solitude? Qu'est-ce qui montre que c'est un sentiment étouffant? Il dit, donc quand tout le monde dort, lui, il ne dort pas. Moi, je ne dors pas. Regardez, je ne dors pas. Pourquoi il ne dort pas? Je songe à ma solitude. Je songe à ma solitude. Regardez à quel point ce sentiment-là l'accable, l'obsède. Je songe, je pense, quand tout le monde dort, moi je ne dors pas, je songe à ma solitude et j'en sens tout le poids. J'en sens tout le poids de cette solitude. Ce qui montre, comme je viens de dire, à quel point ce sentiment l'attriste. C'est un problème pour lui. Bien, alors, les 2 premiers paragraphes, comme j'ai dit, ce sont 2 premiers paragraphes dans lesquels le narrateur adulte a cherché d'abord à présenter le cadre de son histoire, à présenter surtout ce thème accablant, ce thème fort, ce thème qui le suffoque, à savoir la solitude. En plus, il a cherché à montrer que ce thème, ou bien ce sentiment de solitude, c'est un sentiment qui va l'accompagner jusqu'à l'âge adulte. D'ailleurs, il dit « ma solitude ne date pas d'hier ». C'est le narrateur adulte qui parle. Ma solitude ne date pas d'hier, c'est-à-dire il date depuis très 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 longtemps, depuis qu'il était enfant. Bien, la question qui se pose
Bon, qu'est-ce qu'il a fait pour mettre fin à cette solitude? Est-ce qu'il est resté passif? Non. Hein? Il a cherché, regardez, donc il a cherché à l'aide d'un piège à attraper un moineau. Donc déjà, il a cherché la solution, une solution pour mettre fin à ce problème. Donc, il cherchait à attraper un moineau. Alors, vous remarquez qu'il va chercher l'amitié auprès de la nature. Attraper un moineau, il ne va pas le tuer. Il a dit qu'il ne va pas le tuer, qu'il ne va pas le manger, mais il va le prendre en tant qu'ami. Mais malheureusement, le moineau, l'oiseau, ne vient jamais. Ce qui veut dire que même la nature rejette son amitié. La nature rejette son amitié, donc rejeté même par la nature. Et on va le voir aussi un peu loin lorsqu'il va appeler le chat de Zénab à jouer avec lui, et une autre fois, cette tentative, ça ne va pas réussir. Donc, il sera rejeté par la nature, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'enfant est condamné à la solitude éternelle, pour toujours. L'enfant est condamné à la solitude. Bon, une question peut se poser. Donc pourquoi il est allé chercher un ami auprès de la nature, un oiseau, et non pas un ami parmi les humains? Surtout qu'il avait des camarades dans le Msid. Il aurait pu trouver un ami parmi les bambins, parmi les enfants du Msid. Alors non, il n'a pas voulu, et d'ailleurs il va le dire un peu loin, il va nous expliquer pourquoi il n'a pas pu avoir des amis parmi les enfants du Msid. Il a dit parce que nous habitions des univers différents. Nous habitions des mondes, des mondes différents. C'est-à-dire, j'avais un penchant pour le rêve. Lui, l'enfant, c'est de Mohamed, il avait un penchant pour le rêve. Et le monde, pour lui, c'était un monde fabuleux. C'était un monde de puissance invisible. C'était un monde féerique. C'était un monde fantastique. Et il voulait que l'invisible l'accepte parmi ses mystères. Il voulait donc vivre dans un monde un petit peu fantastique, fabuleux, féerique. Alors que les autres, les enfants, ils se contentaient de ce qui est visible. L'apogée, le top de leur jeu, de leur enthousiasme, c'est lorsqu'ils imitent les grands, lorsqu'ils s'insultent pour imiter les adultes, les voisins, etc. Lorsqu'ils jouent les jeux des adultes. Alors c'est le comble de leur bonheur. Lui, cela, ça ne le satisfait pas. Moi, je ne voulais rien imiter, je voulais connaître. Voilà ce qui le différencie des autres enfants de son âge, et voilà pourquoi il n'avait pas pu avoir des amis parmi les enfants du Msid. Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi il n'avait pas d'amis, pourquoi il vivait dans cette solitude. Et d'ailleurs, même l'image qui est choisie comme illustration du paratexte, on voit cet enfant qui est là, seul, dans cette ruelle, ou bien cette impasse. Il est seul, et on voit deux femmes. Déjà, on a là une idée, ou si vous voulez une lecture hypothétique, sur un enfant qui va grandir dans un monde des adultes, et en plus un monde féminin. On va le voir par la suite.
Bien, alors, les deux premiers paragraphes, comme j'ai dit, ils ont présenté la narration, ils ont présenté le thème, ils ont présenté le problème qui est la solitude. Le troisième paragraphe, c'est le démarrage effectif de la narration. C'est l'enfant, Sidi Mohamed, qui va prendre le micro maintenant pour s'occuper de la narration de l'histoire, de ses souvenirs. Alors, il va commencer par la description de Dar Chouafa. Dar Chouafa, on peut se poser la question pourquoi on l'a appelé Dar Chouafa, et ça revient une autre fois aux traditions des Marocains, parce que en général, on appelle la maison, autrefois la maison des locataires, on lui donne le nom du principal locataire. C'est le principal locataire qui prend le nom de cette maison. Et on dit dans le Boulissi, dans le stade, dans le Mouallim, dans le Sbar, le principal locataire et le plus ancien donne son nom à cette maison. Et on connaît la maison par son nom. Donc, Dar Chouafa, c'est parce que Chouafa, qui s'appelle Kinza, elle est la principale locataire et c'est elle qui occupe le rez-de-chaussée. Dans le rez-de-chaussée, il y avait 2 chambres avec le patio. Et puis, on a le premier étage occupé par Rahma, son mari, Disrouad et leur fille Zénab, et le deuxième partagé entre la famille de Sidi Mohamed, son père Atslam, sa maman la Zoubida, et une autre chambre pour Fatima Bziouia. Voilà, si vous voulez, la maison de Dar Chouafa, et c'est de cette manière-là qu'il a été architecturé. Bien, ce que nous allons retenir dans cette maison Dar Chouafa, si on revient, si vous voulez, au paratexte, surtout à cette illustration, à l'image, on va trouver la porte. Regardez d'abord comment il est orné, et puis la porte, il est mis ouverte. Ce qui donne plusieurs hypothèses de lecture. On peut parler de la générosité des familles d'autrefois. On peut déjà donc avancer l'hypothèse avant même la lecture du roman, que c'est une maison dans laquelle il y a plusieurs locataires, parce que les maisons dans lesquelles vivent plusieurs locataires sont toujours ouvertes, ils ne se ferment pas. Et puis, on peut parler aussi de la sécurité, qu'à l'époque, donc, il y avait de la sécurité, etc. Mais ce qui était particulier à cette maison, la Chouafa, c'est que cette Chouafa, il donne, une fois par an, il organise une soirée de Gnawa. Une soirée de Gnawa. L'enfant, il se penche, bien sûr, il est là, dans le 12e étage, et à travers la fenêtre, il se penche sur le patio, et il assiste à ces soirées-là. Il y avait des chants, des danses, et alors des femmes qui venaient, bien sûr, pour assister à ces cérémonies. Ce sont des femmes qui terminaient par danser, gesticuler. Lui, l'enfant du haut, il ne voit que les fumées de benjoin, qui montent, et puis des silhouettes qui gesticulaient, avec des chevelures, bien sûr. Essayez de vous mettre à l'âge d'un enfant de 6 ans, qui écoute d'ailleurs déjà la musique Gnawi. C'est une musique qui est un petit peu mystérieuse, surtout que tout en chantant, on évoque les noms de certains genoux, l'Amira, Sidi Mimoun, l'Aïcha. Donc ce sont les noms de certains genoux, certains mlouks, et avec chaque milk, il y a un changement de couleur, tantôt on met le vert, tantôt le rouge, tantôt le jaune, etc. Tout cela, ça crée une atmosphère mystérieuse, et l'enfant, bien sûr, ne dort pas cette nuit-là, et déjà des images de ces genoux l'envahissent,
Même le lendemain, tout en allant donc en chemin vers l'école coranique, il sent que les genoux le frôlent, les genoux, il l'accompagnent. Donc c'était pour lui des mardis gris, de tristesse. Il ne dort pas très bien, et puis ces chansons, ces images des démons, des genoux, lui reviennent, bien sûr, dans la tête. Par la suite, l'enfant nous évoque le Msid. Alors, il parle de Msid, mais avant cela, j'aimerais revenir sur ce mot de solitude qui revient plusieurs fois, c'est-à-dire dans les 3 premières pages, le mot seul revient 6 fois. 6 fois. Ma solitude date pas d'hier, je songe à ma solitude, j'étais seul, à 6 ans j'étais seul. Donc 6 fois le mot se répète, ce qui montre, comme j'ai dit tout à l'heure, à quel point il est obsédé par ce sentiment de la solitude. Donc il ne parle par la suite, il évoque les journées de Msid. Et là, il ne va pas beaucoup s'attarder parce qu'il va revenir encore dans le 3e chapitre, il va revenir avec plus de détails sur ce lieu-là qu'il va considérer comme un lieu de violence. Il évoque surtout cette expérience de bain mort, le bain mort, l'hammam. Alors pour lui là, c'était une expérience effrayante qu'il détestait beaucoup. Pourquoi? Parce que son père lui a déjà parlé de l'enfer. Et il lui a raconté qu'à l'enfer, il y a des gens, des mécréants, qui seront brûlés, qui sont brûlés par le feu et qui n'arrêtaient pas éternellement de crier, de hurler sous l'effet du feu. Alors lui, à chaque fois donc qu'il passait devant le bain mort, il entendait déjà la chaleur qui s'échappe du bain avec les hurlements des femmes à l'intérieur et puis les cris des enfants. Il a associé automatiquement le bain mort, le hammam, à l'enfer. Alors, il disait, la première fois que j'avais entendu ce bruit, c'est-à-dire ce bruit qui venait du hammam, j'avais éclaté en sanglots parce que j'avais reconnu les voix de l'enfer telles que mon père les évoqua un soir. Quand son père lui a raconté, il lui en a déjà parlé de ces cris, de ces hurlements, sous l'effet du feu, de la chaleur, etc. Donc, première fois qu'il avait entendu ce bruit, avec la chaleur qui vient qui s'échappe du hammam, ça y est, il l'a associé à l'enfer. Et qu'est-ce qu'il disait lorsque sa maman lui a dit qu'il va l'emmener au bain mort? Il a dit, je ne veux pas aller en enfer. Ensuite, il disait, je sentais sur tout ce grouillement du corps humide, dans ce demi-jour inquiétant, une odeur de péché. Encore plus loin, je me sentais plus seul que jamais, encore la solitude. J'étais de plus en plus persuadé que c'était bel et bien l'enfer. Donc, cette expérience du bain mort, de l'enfer, ça va l'accompagner pendant toute sa vie. Il va garder ce mémoire, même à l'âge adulte, il va encore garder ce souvenir en mémoire qu'il va raconter encore une fois. Bien, le premier chapitre, ça se termine sur la grande dispute entre la maman du narrateur, Sidi Mohamed, et Rahma, la maman du Zinab.
c'est indifférent, c'est un conflit à propos du jour de lessive. Normalement, c'était le tour de rôle de Lala Zoubida, mais Rahma, il a mis ses vêtements séchés. Alors, donc, une dispute va s'éclater entre les deux femmes. L'enfant, il était là, il a assisté à tout et il va même assister le soir à cette histoire qui sera racontée par Lala Zoubida à l'Islam lorsqu'il va rentrer chez lui. Bien, voilà, si vous voulez, le premier chapitre. Donc, ça commence par une présentation du thème de la solitude. Ce qui montre, et le narrateur adulte, comme on a dit, il a préféré de commencer par ne parler d'abord de ce thème pour montrer à quel point ça l'obsède. Ensuite, il a passé la parole à l'enfant qui a commencé par présenter la maison. Je répète cela pour la situation, pour vous aider à trouver le fil de narration et ça vous aide à pouvoir situer les passages. Donc ensuite, il présente la maison de Dachouafa avec les principaux locataires. Par la suite, il nous parle de les scènes de Gnawa, les fêtes de Gnawa, les soirées de Gnawa organisées une fois par mois par Chouafa. Par la suite, il nous a parlé de cette expérience de bain mort et il va terminer par la séquence de dispute entre sa mère et Rahma, la maman de Zina. Nous avons répondu à cette question pourquoi il a accepté de vivre seul au lieu de prendre des amis parmi les élèves de classe, et nous avons dit que parce que pour lui il était différent d'eux et il se croyait que les autres, ses enfants, ne méritaient pas sa confiance et ne méritaient pas son amitié. Voilà, nous allons nous arrêter ici et la prochaine fois nous allons passer au chapitre 2. Au revoir et à bientôt.